Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Thierry Camous. Bonjour Thierry. Bonjour Hassan. Donc vous êtes professeur agrégé d'histoire à Nice, vous êtes docteur en histoire ancienne, spécialiste au départ des origines de Rome, et vous publiez Uchronie, le laboratoire clandestin de l'histoire, aux éditions Vendémiaire. Pour commencer, je pense que c'est pas inutile de rappeler ce que c'est une uchronie. Dans le Larousse, c'est défini comme une reconstruction fictive de l'histoire relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Écoutez, d'abord, je vais pas contredire ce cher Larousse, qui a plutôt de bonnes définitions en règle générale. Donc une uchronie, si on reprend l'étymologie du terme, c'est quand même un petit peu une utopie qui est un non-lieu lorsqu'on imagine un lieu imaginaire, et une uchronie est un non-temps, c'est-à-dire on imagine ce qu'une temporalité nouvelle aurait à nous offrir à partir de ce que l'on pose comme un point de divergence dans la réalité historique des faits tels que les historiens pensent qu'ils se sont passés. Autrement dit, on ouvre une question qui est la fameuse question « et si ?» La question qui brûle les lèvres d'un petit peu tout le monde. Et si Napoléon l'avait emporté à Waterloo? Et si tel homme politique n'avait pas été assassiné ou avait gagné telle élection? Que se serait-il passé? L'origine du mot, c'est un mot grec. Le « u », c'est qui n'existe pas, donc c'est le temps qui n'existe pas. En fait, on en fait tous des uchronies, non? À l'échelle individuelle, on se pose toujours la question de « et si j'avais fait ça ?» Bien évidemment. Et c'est un petit peu ce qui m'a poussé aussi à faire ce livre, parce que ils ne l'avoueront jamais, parce que ça leur est interdit par on va dire, leur statut de scientifique. Mais je pense que personne ne fait plus d'uchronie que les historiens eux-mêmes, qui passent leur temps à étudier le passé, et donc à se poser la question interdite, pour eux, en tant que scientifiques. En tout cas, ils peuvent se la poser, mais ils n'ont pas le droit d'y répondre, ou alors ils sortent du domaine de la science, mais alors là, qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça avait tourné autrement? Le terme est inventé en 1857 par le philosophe français Charles Renouvier dans son ouvrage qui justement s'intitule Uchronie, une uchronie dans laquelle le christianisme ne se développe pas en réalité. Il est relégué au rang de courant religieux sectaire et l'histoire s'étale sur 1000 ans. Pourquoi ça apparaît au 19e siècle, ce genre ? Je pense que le 19e siècle, c'est, on va dire d'un point de vue scientifique, c'est vraiment le moment où on est au siècle de l'évolution. C'est-à-dire que globalement, on sort d'une époque où on considère encore que tout est figé, à une époque où on va considérer, avec des grands penseurs, alors des grands philosophes, c'est Hegel, c'est Marx, qui pensent qu'il y a un sens à l'histoire, que l'histoire se développe, que alors ça touche aussi les sciences physiques, ça touche aussi tous les domaines scientifiques, où notre monde n'est plus un monde figé, un monde qui a été créé une fois pour toutes, comme dans la Bible, et finalement, ça permet de se poser la question, justement, de savoir et si tout devient en quelque sorte possible, et toutes les réflexions scientifiques que l'on s'était plus ou moins interdit, alors pas complètement, parce que quand on regarde bien, on a des questions uchroniques qui ont été parfois posées. C'est Pascal, par exemple, qui avait posé la fameuse question du nez de Cléopâtre, ou Tite-Live, dans son histoire de Rome depuis les origines, dans le livre 9, donc qui est un historien romain qui a écrit une monumentale histoire romaine et qui écrit à l'époque d'Auguste, qui lui ose à un moment la parenthèse uchronique. D'ailleurs, il s'en défend presque, en disant c'est pas mon genre, d'habitude je suis quelqu'un de sérieux, en gros. Et il dit voilà, si Alexandre le Grand avait retourné ses armes contre l'Occident, que se serait-il passé? Il imagine une sorte de guerre entre Rome et les Macédoniens. Donc vous voyez, on s'est quand même un petit peu posé la question avant, mais c'est vrai que c'est au 19e siècle, véritablement, parce que c'est le siècle de l'évolution, que le genre uchronique va véritablement émerger, effectivement. Oui, parce que j'ai retrouvé que si le terme apparaît en 1857, la première uchronie en français, c'était en 1836. Corrigez-moi si je me trompe. C'était écrit par Louis-Napoléon Geoffroy-Château, qui imaginait Napoléon Ier victorieux à Saint-Pétersbourg. C'est ça. Ouais. Et puis j'ai retrouvé qu'en anglais, la première uchronie, c'était à la même époque, en 1846. Ce serait une nouvelle de l'écrivain américain Nathaniel Hawthorne qui s'appelle La correspondance de paix, dans laquelle il imagine, lui, des rencontres avec des personnages qui sont morts, mais en fait qui, dans son œuvre, ne sont pas morts. Lord Byron, Percy Shelley, etc. Et il les fait évoluer dans un monde qu'ils n'ont pas connu. Tout à fait. Et là, on touche à une uchronie un petit peu moins historique, un petit peu plus fantastique, ou un petit peu empreinte de romantisme. Mais c'est intéressant parce que Napoléon est souvent un personnage très récurrent des uchronies, tout simplement parce que forcément le règne de Napoléon a été un règne absolument charnière, qui lui-même se situe à une époque charnière, c'est-à-dire juste après la Révolution française, et où on sent bien que énormément d'événements ont quelque part résulté des actions d'un seul personnage. Alors forcément, c'est un terreau fertile pour l'Uchronie. Et l'autre grand personnage qui se prête bien à ça, c'était Hitler.
Ah oui, alors ça, effectivement, que n'a-t-on glosé sur le fameux « et si Hitler avait disposé de tels moyens, ou avait gagné la Seconde Guerre mondiale ». Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, dans le choix que j'ai fait, on y reviendra plus tard, des uchronies que j'ai souhaité traiter dans cet ouvrage, j'ai pas voulu m'attacher à ce type de questions. J'ai voulu essayer de porter mon regard sur des points de divergence qui m'apparaissent comme étant plausibles. C'est-à-dire qu'en gros, si Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible. Donc, au fond, parlons d'autre chose. Si le Sud gagne la guerre de sécession, le Sud ne peut pas gagner la guerre de sécession. Il peut éventuellement retarder sa défaite. Donc, pour moi, une uchronie, dans le genre selon lequel j'ai essayé de la traiter, c'est-à-dire avec une approche malgré tout historique pour un objet qui, lui, ne peut pas être historique en soi, eh bien, il doit y avoir un minimum un enjeu de compréhension de l'histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de m'intéresser à des points de divergence qui auraient eu des chances tout à fait importantes de se passer dans la réalité. La plupart des uchronies, ce sont des romans, des fictions. Le plus célèbre d'entre eux, c'est peut-être celui de Philippe Cadic, le maître du Haut-Château, justement qui a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il imagine l'Allemagne et le Japon vainqueurs des Alliés. Et puis il y a beaucoup de bandes dessinées, de films, de séries télé. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant qu'historien, à vous intéresser à ce genre ? C'est pas la fiction, c'est pas, même si je suis par ailleurs moi-même un grand amateur de science-fiction, et vous avez raison, effectivement, c'est dans le genre littéraire qu'on a énormément développé le genre uchronique, et la science-fiction est un terreau extraordinaire. Les jeux vidéo aussi sont un terreau extraordinaire pour les uchronies, puisque les concepteurs de jeux vidéo imaginent des jeux qui doivent être d'ailleurs extrêmement drôles, où à la tête de l'Empire aztèque, vous allez conquérir la France. Bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de savoir ce que poser la question « et si » permettait de comprendre par rapport à l'histoire, à la vraie, c'est-à-dire aux événements qui se sont réellement déroulés. Et moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, et j'ai une dette intellectuelle énorme par rapport à ce livre, et c'est pour ça que je le cite à de nombreuses reprises, et y compris en ouverture du volume. C'est le livre d'Aldo Schiavone et La Storia Spezzata, l'histoire brisée, la romantique et l'Occident moderne, qui est un livre qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années, où l'auteur ne fait pas de l'Uchronie, mais il se pose la question de savoir pourquoi, à l'époque des Antonins, au IIe siècle après Jésus-Christ, alors que finalement, voilà, Rome domine le monde, on est en pleine Pax Romana, on a l'impression que tout va bien, et puis finalement, on a affaire à une société inquiète qui accumule énormément de difficultés, qui vont d'ailleurs ressurgir dans ce qu'on a appelé la crise du IIIe siècle, ce qui l'amène quelque part en creux à se demander quels sont les virages qui, au fond, été ratés, quels sont les embranchements qui ont été pris par l'histoire, qui fait qu'à un moment, on n'a pas eu une évolution de cet empire romain plus linéaire. Pourquoi l'empire romain finalement s'est effondré? Pourquoi on a accumulé tous ces blocages économiques, politiques, intellectuels, qui font que finalement on n'est pas passé directement de l'empire romain à la Renaissance en faisant, alors ça va pas plaire à mes amis médiévistes, mais l'économie, si je puis dire, d'un Moyen-Âge, qui n'a pas toujours été une période très heureuse. Et donc ce livre, moi personnellement, m'a énormément marqué, et le contenu de ce livre, la réflexion qu'il mène, nous amène à glisser assez naturellement vers l'Uchronie. Mais une Uchronie qui se veut en quelque sorte un champ de réflexion fertile pour l'historien. Même si c'est ça le grand paradoxe, à partir du moment où on pose la question « et si ?» et surtout à partir du moment où on y répond, on sort du domaine de l'histoire, par définition. Avant de parler de la construction d'une uchronie, si vous le permettez, je vais citer la table des matières. Vous avez décrit 10 uchronies, et ça permettra aux auditrices et aux auditeurs de savoir ce qu'on y trouve. Donc je vais simplement lire les intitulés de chaque uchronie. Et si Alexandre le Grand n'était pas mort en 323 avant Jésus-Christ? Et si les Romains avaient développé la révolution industrielle avec le triomphe des Gracques? Et si Charles Martel n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers en 732? Et si Charles VII n'avait pas cru Jeanne d'Arc? Et si la Chine avait découvert l'Amérique au XVe siècle? Et si la France avait vaincu la Prusse à Rosbach en 1757? Et si Napoléon l'avait emporté à Waterloo? Et si François Ferdinand, héritier d'Autriche-Hongrie, n'avait pas été assassiné à Sarajevo en 1914? Et si le Japon avait détruit les porte-avions américains à Midway en juin 42? Et enfin, si George W. Bush avait perdu les élections présidentielles de 2000 face à Al Gore? Donc on voit que vous balayez beaucoup d'époques. L'Uchronie, on l'a dit, est centrée sur un point de divergence, c'est-à-dire un moment où le réel de l'histoire est abandonné et puis on explore ensuite l'univers des possibles. Comment vous choisissez ce point de divergence? Quelle est la méthode scientifique que vous utilisez pour écrire l'histoire alternative? Il y a deux choses. Bon, en gros, le choix du point de divergence, pour moi, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, comme je vous disais, il faut que ce soit un point de divergence qui soit crédible. Effectivement, une bataille peut basculer parce que c'est un événement qui est extrêmement chaotique par lui-même. Un assassinat peut réussir ou rater.
George W. Bush est élu en 2000, alors qu'après plusieurs semaines, on a recompté les voix et à quelques centaines de voix d'écart. Ça, c'est ça qui m'intéresse à la base, c'est aussi de mettre l'accent sur le fait que finalement, on a parfois des points de divergence. L'histoire se joue parfois à pas grand-chose, à petite cause, parfois très grands effets. Ensuite, j'ai essayé de faire en sorte que chaque uchronie ouvre un champ de réflexion, on va dire, intéressant, qui n'est pas forcément de conclure que le point de divergence, en fait, a tout changé. Ça peut même être le contraire. On peut très bien imaginer un événement que tout le monde imagine comme étant fondateur, un grand tournant de l'histoire, une vraie rupture. Et puis finalement, imaginer s'il ne s'était pas produit, quels sont les événements qui auraient eu le plus de chances de se dérouler, et en conclure finalement que les choses n'auraient pas, si cet événement n'avait pas survenu, les choses n'auraient pas énormément changé. Et donc ce qui permet d'avoir un autre regard sur les événements historiques. Alors justement, si je comprends bien votre question, l'autre partie de la réponse, c'est comment fait-on pour imaginer ce qui n'est pas advenu. Déjà, il faut être modeste. Comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où on apporte une réponse à la question ici, même si mon but c'était de monopoliser tous les moyens à disposition de l'historien, enfin en tout cas ceux que j'ai pu rassembler, c'est-à-dire une documentation qui se veut la plus solide et la plus actuelle possible sur l'événement historique en lui-même tel qu'il s'est passé. Donc je commence par analyser l'événement historique lui-même, ce que les historiens nous en disent le plus finement possible. Puis après j'introduis donc mon élément de divergence, et là forcément ma réponse sort du champ de l'histoire pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un jeu d'imagination, ce qui est tout à fait acceptable pour les auteurs de science-fiction, les romanciers, les concepteurs de jeux vidéo. Donc j'ai essayé d'introduire l'idée sur laquelle on pourrait avoir d'abord le champ du probable, qui concerne souvent les faits que l'on peut envisager juste après le point de divergence, c'est-à-dire que plus on s'éloigne temporellement du point de divergence, et plus ça devient difficile de statuer. Donc on peut dire que certains événements auraient probablement pu se passer, là on peut être relativement affirmatif. Ensuite, j'ai essayé de distinguer derrière ce qui est possible. Donc là, on prend de la distance par rapport au point de divergence. Donc les événements probables ont de possibles implications. Et ensuite, rien ne nous empêche d'ouvrir les portes de l'imaginable. Et là, dans l'imaginable, dans les uchronies que je traite, c'est en fait la partie la plus courte, parce qu'en fait, ça s'arrête très vite, parce que là, effectivement, comme on peut tout imaginer, c'est là où finalement ça a le moins d'intérêt. J'essaie aussi parfois de baliser ce qui me semble inimaginable. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas tout envisager par rapport aux suites à donner à un événement. Prenons un exemple, Thierry, justement, pour se rendre compte de comment vous construisez les uchronies et ce qu'on y trouve. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 ? Oui. Alors voilà, une de mes uchronies, c'est si François Ferdinand, l'héritier donc d'Autriche-Hongrie, n'avait pas été assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914. Alors déjà, ce qui m'amène à choisir cette uchronie, c'est à la fois parce que le point de divergence montre à quel point l'histoire ne tient pas à grand-chose, parce qu'il faut savoir, et ça les lecteurs le découvriront plus en détail dans l'Uchronie, que l'assassinat du 28 juin 1914 a vraiment échoué dans un premier temps. C'est-à-dire que bon, les faits sont bien connus, François Ferdinand, héritier de l'Empire d'Autriche, se rend à Sarajevo dans un climat d'extrême tension, puisque la Bosnie vient d'être rattachée, annexée de force à l'Empire d'Autriche-Hongrie, et que bien évidemment ça inquiète la Serbie, et il y a de nombreux Serbes qui vivent en Bosnie. Et donc ce prince héritier et son épouse, Sophie, prennent des risques en se rendant dans une ville qui leur est potentiellement hostile. Et là, il y a un commando qui est téléguidé par les services secrets serbes, dans lequel va s'illustrer le fameux Gavrilo Princip, qui a décidé de passer à l'action et d'éliminer donc l'héritier de l'Empire d'Autriche. Dans les faits réels, il y a un Gabrinovic, un des membres du commando, qui au passage de la décapotable, riche idée d'ailleurs de circuler en décapotable dans un climat, qui envoie une bombe sur la voiture, et la bombe en fait ricoche sans doute sur le cadre extérieur de la voiture. Elle va rouler sous le véhicule, exploser, blessant en Méridi un colonel autrichien et quelques passants. Et du coup, la voiture accélère, personne à bord n'a été blessé, et finalement longe le quai et passe devant les yeux des autres conjurés qui s'étaient échelonnés le long du parcours et qui du coup ne peuvent pas passer à l'action. Et François-Joseph arrive à l'hôtel de ville de Sarajevo, et ça c'est vraiment l'histoire. Il est 10h du matin, l'attentat a vraiment échoué. Sauf que, et là je suis toujours dans l'histoire la vraie, sauf que François Ferdinand décide, pour sauver la face en quelque sorte, pour ne pas donner l'impression de s'enfuir, d'aller visiter les blessés à l'hôpital.
ce qui est mal accueilli par le gouverneur Potiorek, l'escorte, les policiers, etc., qui lui disent en gros c'est pas une bonne idée, vaut mieux rentrer à Vienne. Non, insiste-t-il, je suis ici chez moi, je suis l'héritier de cet empire, etc. Donc je vais me rendre à l'hôpital et on décide de reprendre le même quai à toute allure et surtout de ne pas rentrer dans la vieille ville où on pourrait penser que les membres, s'il y a un commando, les membres du commando pourraient éventuellement se tenir, et donc les voitures repartent, sauf que dans la panique, on a oublié d'avertir les chauffeurs du changement d'itinéraire, et eux, ils sont toujours sur l'idée qu'on va suivre le protocole et qu'on va se rendre au musée, et donc finalement, les voitures s'engagent dans la vieille ville. Potiorek, qui comprend cette erreur d'itinéraire, fait signe à tout le monde de s'arrêter pour faire demi-tour. Et là, patatras, en fait, on s'arrête devant Gavrilo Princip, qui n'en croit pas ses yeux, qui est médusé, et qui, bien évidemment, alors il peut pas sortir de bombe parce qu'il y a trop de monde autour de lui, donc il sort son revolver, et il envoie 2 balles, une pour Sophie et une pour François Ferdinand, ce qui, on le sait, aura comme implication déclencher la Première Guerre mondiale. Alors ça a attiré mon attention parce que je me suis dit, finalement, c'est un concours de circonstances assez exceptionnel, qui fait que cet attentat a finalement réussi. Et ça, jusque-là, Thierry, donc c'est l'histoire réelle. C'est l'histoire réelle. Voilà. Et d'ailleurs, toutes vos histoires commencent comme ça, par les vrais faits qui se sont déroulés jusqu'au point de divergence. Donc là, tout est réel. Tout à fait, bien évidemment. Il faut bien que le lecteur, et puis c'est le point de vue de l'historien qui cherche à réfléchir en historien sur l'Uchronie, il faut bien partir de quelque chose de vraiment de fouillé et de réel. Et là, à partir de là, bien évidemment, on se dit, bon, bah, voilà, il y a un tel enchaînement de circonstances qui fait que cet attentat réussit au final, qu'il aurait parfaitement pu échouer. Et alors, bien évidemment, pourquoi j'ai choisi aussi cette Uchronie? Parce que se pose l'autre grande question. Admettons que l'attentat échoue. François Ferdinand et son épouse ne sont pas tués. Bien évidemment, c'est une tentative d'attentat, donc ça génère des tensions avec la Serbie, puisqu'on a arrêté Princip. Bien évidemment, on sait qu'il est serbe. Bien évidemment, on peut suspecter qu'il a reçu un appui logistique de la Serbie. Donc une enquête se fait, mais il n'y a pas mort d'homme. Donc l'attentat a échoué, des tensions sont générées, et puis on passe à autre chose. Et du coup, est-ce qu'on a la Première Guerre mondiale ? C'est ça la vraie grande question. Et donc, du coup, si j'ai choisi aussi cette Uchronie, c'est que ça nous permet de réfléchir, en fait, sur les moteurs de l'histoire. Est-ce que finalement, ce qui fait l'histoire, au fond, c'est les événements comme ça, c'est cet enchaînement chaotique de faits qui se produisent ou qui se produisent pas? Ou est-ce que de toute manière, dans ce cas, et c'est un cas d'espèce, on a parfois des superstructures, comme disent les historiens marxistes. On a parfois des situations, des contextes qui sont au croisement du politique, de l'économique, du social, qui font que, finalement, certains événements vont survenir de toute manière. Et c'est ce que je développe dans cette Uchronie. Où en partant, une fois de plus, d'analyse purement historique du contexte politique de 1914, d'un monde qui ne se sait pas au bord de la guerre, qui est en fait véritablement au bord de la guerre, la question que l'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on dispose encore, en 1914, des outils qui sont capables d'éviter une guerre générale, en partant du principe que, de toute manière, à cette époque-là, des crises, il y en a régulièrement, des attentats et des assassinats, il y en a tous les ans. On tue des présidents des États-Unis, on tue des présidents français, on tue des premiers ministres. C'est l'époque des anarchistes, c'est l'époque des nihilistes, il y a des commandos partout, on tue des rois, des reines, des archiducs, des ambassadeurs. Donc, de toute manière, un assassinat politique, je ne vois pas pourquoi la longue liste d'assassinats politiques se serait tout d'un coup arrêtée après un assassinat raté à Sarajevo. Donc, la vraie question, du coup, se reporte sur l'analyse de la situation politique, économique et sociale de l'époque. Est-ce que ce monde-là va vraiment dans le mur? Je parle d'ailleurs c'est une image qui a souvent été reprise, je parle de la machine infernale, Donc on a une machine infernale. Est-ce que cette machine infernale, est-ce qu'on a encore des dispositifs de contrôle? C'est un petit peu ou alors on va prendre notre analogie, c'est un petit peu le réacteur de Tchernobyl. Est-ce qu'on a encore possibilité de descendre les barres de contrôle dans le réacteur, ou est-ce que vraiment tout est en train de fondre et sauf qu'il peut? La question qui est posée ici, comme dans les autres, c'est est-ce que une décision, un personnage peut influer sur le cours de l'histoire, ou est-ce que le contexte est supérieur à la décision prise par les personnages? C'est effectivement une question, on va dire, assez récurrente dans le genre chronique. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, que c'est en soi un vrai laboratoire d'idées, une vraie façon de faire de l'histoire, au fond, par la fiction. C'est que ça nous permet de nous poser peut-être des questions que la simple analyse des faits ne nous aurait pas permis de fouiller de cette manière-là. Oui, donc vous voulez dire que ça permet d'analyser l'histoire sous des angles différents. Tout à fait. Mais la conclusion de la plupart de vos uchronies, c'est que finalement, ces actes sont isolés, mais ça n'aurait sans doute pas changé la conséquence globale. Je prends l'exemple donc de cet assassinat à Sarajevo. Vous le dites, il y aurait eu d'autres occasions de faire des attentats. On a la même chose, par exemple, avec Napoléon, qui, dans votre uchronie, ne perd pas à Waterloo, mais vous dites que, en fait, ça lui apporte juste un sursis et que, de toute façon, les coalisés européens voulait sa peau et que les 100 jours se seraient peut-être transformés en 200 jours. C'est ça. C'est pareil pour Jeanne d'Arc. Vous dites que si Charles VII ne l'avait pas cru,
il y aurait peut-être eu un autre berger qui aurait pu oui, convaincre le roi. Enfin, on a l'impression que c'est... Alors, c'est pas systématique non plus. Par exemple, sur la question de Napoléon, et ça, je laisserai au lecteur le soin de découvrir, la question que j'ai posée, la question de l'Uchronie, et si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, parce que c'est la question qui revient toujours depuis l'origine du genre de l'Uchronie. Quelque part, je me devais aussi de m'attaquer à cette question, parce que, mine de rien, c'est une question sérieuse. Et une question sérieuse mérite une réponse sérieuse. Oui. Sérieuse à tel point que même Churchill a écrit dessus. Tout à fait. Tout le monde a écrit sur les conséquences de victoire de Napoléon à Waterloo. Et là, je laisserai le soin au lecteur de le découvrir. J'essaie de montrer que de toute manière, la victoire de Waterloo en soi, en elle-même, on peut toujours, en remontant de quelques heures, en disant s'il avait décidé d'ordonner la poursuite à Grouchy quelques heures plus tôt, et si on peut toujours, alors c'est très tiré par les cheveux, envisager que au final, Napoléon peut gagner. Déjà, il me semble que la place est pas large. Là, il y a vraiment un tout petit trou de souris par lequel la victoire peut se faufiler. Mais admettons, même si on envisage que véritablement Napoléon perde à Waterloo, j'ai imaginé dans mon uchronie une façon imparable pour que la bataille de Waterloo ne soit pas perdue par la France. Et cette façon imparable, c'est que cette bataille de Waterloo n'ait jamais lieu. Vous donnez les différents points chronologiques sur les 2 journées de la bataille, qui ont entouré la bataille de Waterloo. Mmh. Il y a même des cartes d'état-major qui indiquent comment ça aurait pu se passer différemment. Mais effectivement, on sent bien qu'au bout du compte, c'était mal engagé et que le meilleur moyen, c'était d'éviter la bataille. Ouais. C'est vrai que vous le dites. Et il y avait un moyen. Et puis, il y a une des uchronies que je développe. Alors, vous avez raison, souvent, et c'est important ce que vous dites, c'est vrai que souvent, le genre uchronique peut aussi mener à la conclusion sur laquelle, finalement, un événement, prenez l'exemple de Jeanne d'Arc, effectivement, un événement comme l'arrivée de Jeanne d'Arc à la cour de France, etc., n'est pas forcément l'événement décisif que l'histoire en a fait. C'est un accélérateur, Jeanne d'Arc. Bien sûr que c'est un accélérateur. Mais ce que j'essaie de développer dans cette uchronie, c'est de montrer à quel point, et malgré les apparences, le royaume d'Angleterre est clairement sur le déclin, et le royaume de France est clairement en train de sortir la tête de l'eau. Et on a 2 monarchies qui sont en train, qui ont des courbes totalement différentes, qui sont en train de se croiser à ce moment-là. Donc finalement, Jeanne d'Arc arrive certes au bon moment, elle accélère le cours de l'histoire, mais de toute manière, Charles VII va redresser le royaume de France. À propos de changements importants dans l'histoire et la face du monde, il y a la guerre de 7 ans, au XVIIIe siècle, et vous en faites une uchronie dans laquelle la France ne perd pas contre la Prusse la bataille de Rossbach. Qu'est-ce que ça change, ça ? Alors déjà, il faut bien comprendre que la guerre de 7 ans, c'est une guerre qui est assez peu connue. On est là sur la relation internationale du XVIIIe siècle. Or, c'est Churchill qui avait dit, c'est la Première Guerre mondiale. De cette rivalité entre la France et l'Angleterre, qui commence en 1701 en gros, avec la guerre de succession d'Espagne, qui se termine en 1815 avec Waterloo, et qui voit la France perdre le monde et l'Angleterre gagner la domination mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se joue en Allemagne en fait. On a en 1756 un renversement d'alliance où la France en fait joue la carte de la stabilité européenne, donc elle va retourner ses alliances et s'allier avec l'Autriche, avec son ennemi héréditaire des Habsbourg, histoire que les 2 plus grandes puissances européennes gèlent en fait les conflits au cœur de l'Europe et en Allemagne. Ce qui dans l'esprit de Bernice et de la diplomatie française et de Louis XV va permettre à la France effectivement de résister à l'Angleterre, puisque le conflit colonial a déjà commencé dès 1755 dans l'Ohio en Amérique. C'est sans compter sur Frédéric de Prusse. Frédéric de Prusse qui jusqu'à présent était l'allié de la France contre l'Autriche et qui du coup se retrouve projeté dans le camp anglais. Or, Frédéric de Prusse va se révéler un piètre politique puisqu'il va en 1756 annexer la Saxe, ravager la Saxe et se mettre absolument toute l'Europe contre lui, mais il est sauvé à la fois par son génie militaire, par l'incroyable médiocrité d'un certain nombre de ses adversaires, au compte desquels on peut citer justement les forces coalisées de Soubise et Saxe-Hildburghausen qui en 1757, normalement lors de la bataille de Rossbach, à 40 000 contre 22 000, auraient dû détruire la dernière armée véritablement prussienne, en tout cas celle qui était sur place et qui pouvait encore protéger le royaume de Prusse. Or, cette bataille livrée à 1 contre 2 est livrée totalement en dépit du bon sens, contre toute attente. C'est Frédéric de Prusse qui l'emporte. Et en gagnant à Rossbach, il peut ensuite retourner son armée contre les Autrichiens à Leuthen, où il gagne une nouvelle victoire. Et là, finalement, la Prusse, qui normalement aurait dû être écrasée à l'hiver 1757, non seulement elle passe l'hiver, mais alors les troupes françaises sont totalement démoralisées, et les ennemis de la Prusse marquent tous le pas. La Prusse reconstitue ses forces, et finalement, la guerre va durer jusqu'en 1763, et la Prusse, contre toute attente, va y survivre. Et là, du coup, il y a 2 implications qui sont majeures, et 2 questions majeures qui peuvent se poser. Alors, la première question, c'est est-ce que
Si la Prusse avait été écrasée en 1757, la France aurait pu justement suivre le plan qui était le plan initial, qui n'était pas un mauvais plan à la base, et retourner toutes ses forces contre l'Angleterre. Est-ce que la France aurait pu, alors à ce moment-là, ne pas perdre la domination du monde, autrement dit ne pas perdre Québec, les comptoirs des Indes désarmés par les Anglais, une partie de ses îles à sucre, et est-ce que la France aurait pu du coup conserver son empire mondial, voire battre l'Angleterre et obtenir cette suprématie mondiale. Donc ça c'est la première grande question qui se pose, et elle est fascinante en soi. Et la réponse se trouve en fait non pas tant sur le champ de bataille, alors un petit peu pour partie parce que c'est la question navale. Pourquoi les Anglais sont-ils à ce point supérieurs à tout le monde sur les eaux? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et cette supériorité empêche de toute manière les Français d'envisager, même en retournant leurs forces, libérées d'Allemagne, d'envisager facilement une victoire contre l'Angleterre. Et puis c'est aussi la réponse se trouve aussi dans l'économie. C'est une réponse qui est liée à l'organisation fiscale, à la révolution anglaise qui a déjà un siècle à l'époque. Et alors que la France, elle est encore une société d'ancien régime, une sorte de paradis fiscal où seuls ceux qui travaillent, les moins riches payent. Les moins riches payent. En gros, un peu une caricature parce que les bourgeois payent quand même. Mais bon, on sait très bien que les ordres privilégiés sont dispensés de l'impôt, alors qu'en Angleterre, la contribution fiscale est beaucoup plus importante. Donc l'Angleterre, c'est 3 fois moins peuplé que la France, mais c'est beaucoup plus riche. Et l'Angleterre s'endette. L'Angleterre émet des bons pour financer la Navy, et donc contrairement à nos politiques européens et autres d'aujourd'hui, eh bien les Anglais à l'époque avaient compris que c'était la dette qui était le levier de développement des sociétés. Donc contre ça, je pense que la France a pas grand-chose à faire globalement. Mais l'autre question qui est aussi fascinante, c'est que si la Prusse est écrasée à ce moment-là, et la Prusse à ce moment-là est humiliée, parce que c'est la Prusse qui a saccagé la Saxe, qui a déclenché la guerre en 1756 de façon brutale, Frédéric s'expose à une volonté de revanche, alors non seulement des Saxons, mais aussi des Autrichiens, puisque l'Autriche-Hongrie va vouloir reprendre la Silésie. La Silésie, c'est la région la plus riche d'Europe centrale à l'époque. Et donc, on s'imagine une Prusse dépecée, vaincue et dépecée, qui aurait été dans l'incapacité de jouer un rôle de très grande puissance, celui qu'elle assumera à l'époque napoléonienne, puis ensuite à l'époque de Bismarck. Autrement dit, ça semble impossible de penser que c'est autour de la Prusse, comme ça a été le cas historiquement avec Bismarck en 1871, que l'Allemagne va se réunifier. Va se réunifier. Moi, je pense que de toute manière, Allemagne, il y aura, comme il y aura Italie à l'époque, parce qu'il y a un vrai nationalisme allemand, parce qu'il y a une vraie langue allemande, parce que c'est une vraie question qui est posée d'ailleurs historiquement au Congrès de Vienne en 1815, qui revient en 1848. L'idée de l'Allemagne était en marche. Mais ce sera pas cette Allemagne-là, c'est-à-dire ce sera pas cette Allemagne belliciste, ce sera pas cette Allemagne militariste, ce sera pas cette Allemagne raciste, ce sera pas cette Allemagne pan-germaniste et obsédée par un complexe d'infériorité, de l'encerclement, etc., qui est cette Allemagne inquiétante du Second Reich, qui annonce, au-delà de la défaite de 1914, l'Allemagne du Troisième Reich. Donc les implications, là, par contre, sont absolument colossales, voire même incalculables. Oui, 2 siècles après. Oui. Je reviens à ce qu'on avait dit au départ. Donc, l'Uchronie est un genre romanesque au départ. Oui. Plus près de nous, il y a eu Les Bienveillantes de Jonathan Littell qui a gagné le prix Goncourt en 2006 avec énormément de ventes. Donc, dans ce livre, on trouve un personnage fictif qui participe au massacre perpétré par les nazis, comme officier SS. Est-ce qu'on a des exemples comme ça, succès de librairies ou de cinéma, qui ont pu réactiver des recherches historiques autour d'un champ d'études donné? Oh, pas à ma connaissance. Très honnêtement, on va dire que globalement, les historiens répugnent vraiment à même à s'inspirer de ce type de réflexion pour leurs travaux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'un historien qui ose apporter une réponse à la question « et si ?», même si elle a été posée par d'autres, il rompt un tabou absolu. Il se met totalement hors la loi vis-à-vis de la profession et de ses pairs. Honte à lui, honte à moi. C'est d'ailleurs pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est le laboratoire clandestin de l'histoire. C'est-à-dire que surtout, n'en parlons pas. Il faut surtout pas qu'on sache que j'ai écrit ce livre parce que sinon ça risque d'être très grave pour moi. Donc le laboratoire dans le sens bien évidemment où ça permet de réfléchir, dans le sens aussi où l'historien est privé de laboratoire au sens du laboratoire dans lequel on produit des expériences qui permet de recréer les conditions du réel en enlevant, en ajoutant certaines variables pour voir le résultat, c'est-à-dire le laboratoire des sciences expérimentales, des physiciens, etc. Et donc quelque part ce laboratoire il ne peut exister que dans notre esprit, c'est-à-dire moi j'aimerais bien reproduire l'Allemagne en 1920, enlever Adolf Hitler et voir ce qui se passerait, mais c'est pas possible. Donc ce laboratoire, il est dans notre esprit. Il est dans notre esprit, donc, et il est clandestin. Pourquoi? Parce que c'est la question interdite. Parce que à partir du moment où vous essayez de répondre au « et si », même en prenant toutes les précautions d'usage, en claironnant sur tous les toits que vous savez que vous, historiens, ne faites pas de l'histoire, que vous faites cela, eh bien, vous brisez un tabou. C'est interdit, mais il y a quand même le plaisir d'inventer, satisfaire notre curiosité spéculative. C'est pas grave si c'est interdit par le règlement, quoi. Ouais, on va dire que, faut avouer,
à moitié pardonné. Alors j'espère être au moins à moitié pardonné, et puis j'espère l'autre moitié du pardon si ce livre tombe entre les mains d'historiens qui l'achèteraient sous le manteau, sans en parler à qui que ce soit autour d'eux, qu'ils me reconnaîtront au moins d'être parti d'une vraie analyse historique des faits et d'avoir essayé justement d'encadrer ce raisonnement par, à défaut d'une démarche scientifique, par une vraie démarche intellectuelle, par une vraie démarche logique, où finalement je m'interdis de raconter n'importe quoi, c'est-à-dire en gros, puis ne serait-ce que même dans le choix de l'Uchronie, c'est-à-dire en gros, si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, bon, effectivement, Christophe Colomb peut très bien ne pas découvrir l'Amérique, il peut se perdre en mer, tout ce que vous voulez, mais à ce moment-là, quel est l'intérêt d'imaginer qui aurait découvert l'Amérique? Parce que tout le monde peut découvrir l'Amérique à ce moment-là. Donc s'il y a trop, si tout est possible, il y a plus rien qui m'intéresse, moi, si vous voulez, parce que ça ne fait plus avancer la réflexion historique à ce moment-là, vous voyez. Non, mais vous avez raison. D'ailleurs, votre livre s'appelle Uchronie et pas Uconnerie. Non, c'est très sérieux. Donc, c'est très sérieux. J'espère. Oh, il y en a toujours quelques-unes qui échappent, hein, mais non. J'espère justement, j'espère mettre. Alors, c'est pas dans un but éditorial, dans un but de faire original, mais j'espère m'être démarqué à la fois de mes collègues historiens qui s'interdisent, et c'est normal puisqu'ils agissent en scientifique et je ne peux pas les en blâmer justement de tomber dans ce genre-là, et à la fois de m'être démarqué des romanciers, des auteurs de science-fiction, des auteurs de jeux vidéo qui font eux aussi très bien leur travail, qui font un autre travail et qui est passionnant, on adore les lire aussi, en essayant de rester sur une sorte de fil très étroit, sans basculer trop d'un côté, sans basculer trop de l'autre, pour que ça ait un intérêt. C'est-à-dire, en gros, j'ai essayé de concevoir ça comme une sorte de jeu, parce que vous parliez, qu'il vous disiez, il y a du plaisir à imaginer, bien sûr, mais un jeu d'histoire. Est-ce que l'Uchronie, c'est le témoin d'une réelle liberté d'expression au sein de la société dans laquelle elle est produite? Je veux dire, est-ce que les pays qui, hier comme aujourd'hui, exercent un contrôle sur leur population, est-ce qu'ils connaissent aussi ce genre de récit uchronique? Non, c'est une très bonne réflexion que vous faites là. Ce qui caractérise une dictature, hein, quel que soit le bord qu'elle navigue, c'est l'encadrement de l'histoire, c'est la manipulation de l'histoire, le récit historique. Le mythe fondateur, le mythe de l'histoire est très important. Et finalement, dans la dictature, on construit toujours un récit mythique de l'histoire, alors qui est souvent celui de la prise du pouvoir, de la révolution qui a amené au pouvoir tel ou tel, des luttes et des souffrances qui ont été consenties pour construire le régime en question. Et à partir de là, on est presque déjà, au fond, dans l'Uchronie, mais dans une Uchronie officielle, qui ne tolère aucune autre réflexion uchronique que celle qui est posée par le pouvoir. Pour terminer, Thierry, je voulais vous faire une suggestion, parce que je ne sais pas si vous allez continuer à travailler sur ce thème, mais la plupart des uchronies traitent de la guerre. C'est vrai. Et donc, si je peux vous suggérer un nouveau thème, moi, vous savez que je suis médecin et ça m'intéresserait d'avoir des uchronies scientifiques. Je ne sais pas si ça existe. Par exemple, cette année, on fête le bicentenaire de la naissance de Pasteur. Donc, on pourrait imaginer une uchronie dans laquelle il n'aurait pas inventé la vaccination. En plus, cette circonstance aujourd'hui. Et donc, peut-être que les uchronies pourraient aussi s'attacher à, en fait, explorer de nouveaux horizons. Mais vous savez, j'ai essayé dans le livre, alors notamment sur l'Uchronie sur la révolution industrielle et Rome. J'ai essayé aussi à travers l'idée de la Chine, la navigation chinoise, alors en la formulant de façon un peu provocatrice. Et si les Chinois avaient découvert l'Amérique, ils n'ont pas découverte, on est bien d'accord, et puis ils la découvriront pas de toute manière. Mais la question a été posée par d'autres, donc c'est pour ça que j'essaie d'y répondre aussi. J'ai essayé aussi d'aborder un petit peu le champ des idées, le champ de la science, le champ du social, de l'économique. Mais on tombe effectivement, vous avez raison, on tombe toujours et on tombe trop souvent sur les facteurs, sur les questions politiques, sur les guerres notamment, sur les assassinats, sur les élections, parce que ce sont des terreaux fertiles pour l'Uchronie, parce que une bataille, une guerre, c'est tellement chaotique en soi que on va dire le potentiel uchronique, il est immédiat, il est évident. Et puis je dirais aussi quelque part, vous avez raison aussi, mais je dirais aussi quelque part que n'étant pas moi-même scientifique, j'essaie de sortir, je l'ai fait dans les deux exemples que je vous ai donnés, par exemple, j'essaie de sortir un petit peu de ma spécialité. Déjà que je sors de ma période de spécialisation en termes chronologiques, mais bon, bien évidemment, on est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on maîtrise le mieux, bien sûr. En tout cas, la lecture de ces 10 histoires est vraiment passionnante. Merci beaucoup, Thierry Camous, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Uchronie, le laboratoire clandestin de l'histoire. C'est aux éditions Vendémiaire et c'est disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour vous abonner sur votre appli de podcast favorite, nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt!